Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'urgence négantropique. Nicole Denoy, Université François Rabelais, Tours. Nous nous proposons d'aborder ici l'urgence comme mode d'organisation du réel dans les sociétés contemporaines, devenues des objets non identifiables, des systèmes non prévisibles et quasi ingouvernables, où tout est devenu trop complexe, ambivalent, réversible, instable, où il est devenu presque impossible de faire converger sur les termes d'un débat clair des citoyens hyper-individualistes. En l'absence de repères, de valeurs stables, dans le brouhaha des informations et de la concurrence, l'urgence impose des priorités, instaure une hiérarchisation dans l'indétermination du réel. L'urgence aurait à voir avec le désordre, l'indétermination profonde de nos contemporains. L'indécision fondamentale des individus sécrète en effet l'état d'urgence pour imposer un sens derrière un brouhaha d'actualité. Stratégie plus ou moins consciente, contrainte quasi artificielle pour tenter d'ordonner le monde, de se donner des priorités. Décréter l'urgence est une solution dont l'arbitraire est à la fois simplificateur et efficace pour l'action. L'urgence comme argument de vente. Sur un marché saturé de produits similaires, pour lesquels il devient de plus en plus difficile de motiver l'achat par une véritable argumentation, l'urgence, permettant cet évitement de l'argumentation, est récupérée par le système publicitaire. Ainsi les centres Carrefour annonçaient-ils récemment, à l'occasion d'un anniversaire, la mise sur le marché de produits à prix attractif mais en nombre limité, nombre précisé d'ailleurs pour plus d'efficacité. Il s'agissait de créer un climat de pénurie qui instaure un mode de consommation dans la précipitation. Précipitez-vous car il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est alors le moteur de l'urgence qui déclenche l'acte d'achat et non la qualité, ni peut-être même la réalité d'un prix attractif. On est ici loin d'une urgence qui fédère, qui fabrique du lien social. Nous sommes sur le terrain redoutable du secteur marchand qui, au contraire, installe les consommateurs dans un climat de concurrence. Mais très habilement, Carrefour déplace la concurrence entre les produits vers une concurrence entre ses clients potentiels. Rodés à l'urgence dans tous les domaines, nos contemporains ont acquis des réflexes d'engagement sur ce mode qui leur fait oublier pour un temps qu'ils peuvent agir en connaissance de cause. La trivialité de certaines utilisations de l'urgence par l'organisation commerciale, dans l'incitation publicitaire à la consommation, peut nous orienter vers une analyse lucide de l'arbitraire de l'urgence comme moteur de décision. L'urgence comme dynamique d'action. Dans bien des cas, on joue à se faire peur, cela donne un fond tragique à l'existence, rend plus vif le sentiment d'exister qui ne va pas de soi. Dans ce contexte, l'urgence s'impose aussi comme une accélération, une tension qui véhicule une énergie, intensité du temps présent, jouissance de l'instant, quintessence de la vie comme passage, selon les termes d'une approche de l'éphémère dont nous pensons qu'elle est à rapprocher de celle de l'urgence. Il nous importe en effet de penser l'urgence dans ses points communs avec l'éphémère, du côté de l'intensité et de la dynamique qu'elle instaure. Cependant, même si l'éphémère peut être analysé comme une nouvelle culture surgie de l'urgence, très vite, à considérer cet éternel éphémère, c'est-à-dire ce trait caractéristique qui fait que l'éphémère s'inscrit dans les mémoires plus fermement qu'il n'y paraît, telle une photographie transportant l'objet capturé en souvenir, on comprend que cette conscience de la fragilité de l'instant qui donne aux traces recueillies une valeur durable, ne concerne pas l'urgence qui nous précipite efficacement dans L'. Action sans nous attacher pour autant à nos engagements. Une urgence en chasse une autre. En effet, l'urgence nous sort de notre léthargie, de notre indécision ou indifférence inhérente à l'absence des valeurs qui nous permettraient de prendre une décision fondée, militante, enthousiaste. Cependant, dans ce processus, une urgence en chasse une autre sans nous lier à nos actions successives, et cette dynamique fonctionne comme une série d'électrochocs dont on espère qu'ils provoqueront la remise en mouvement d'un fonctionnement solidaire de notre société, le retour d'une conscience collective. L'alignement de nos priorités sur une succession d'urgences correspond à notre société de communication qui fonctionne sur des temps courts, privilégiant la rapidité de l'acheminement plutôt que la transmission qui s'accommode peu de l'urgence. En effet, notre société est celle des émotions immédiates, vives et aussitôt oubliées pour d'autres emballements. À la différence de l'éphémère, instabilité ontologique, néant du monde, ou au contraire, monde comme projet humain,
espace instable qu'il s'agit de stabiliser et de s'approprier, l'urgence s'impose en dehors de tout projet de mémoire. L'urgence introduit une hiérarchie, des priorités indiscutables mais sans pérennité. Avec de l'instantané, c'est vrai, on fabrique ce qu'on appelle l'instantané suivant qui le recouvre et l'abolit 10. Ainsi, l'urgence, en s'imposant à nous décharge d'une part de nos responsabilités argumentatives en même temps qu'elle nous évite le poids d'une mémoire. Véritable dynamique sociale, l'urgence correspond à l'irruption des cycles courts, la forclusion du temps par le rythme bref de la communication. Et pourtant l'urgence n'est pas une logistique du bref. Au contraire, l'accélération temporelle qu'elle entraîne n'exclut nullement un projet à long terme, mais précipite seulement le moment de s'y engager, d'agir pour survivre, pour durer. Ainsi l'urgence de s'engager dans un développement durable. Cependant, si l'on admet que c'est l'urgence dans notre société qui stimule l'action, plus que la conviction attachée à l'objectif, on s'inquiétera de la durée d'un engagement pris dans l'urgence, lorsqu'il ne restera pour le porter que l'adhésion argumentée dont précisément dans l'urgence on a fait l'impasse. C'est ainsi qu'on nous demande de nous attacher durablement à un projet, tel le projet européen, dont la construction s'est faite dans une succession d'urgences et avec elle d'erreurs, d'oublis dont on nous dit aujourd'hui qu'il est possible d'y remédier par une autre validation en urgence. Pour tenter de comprendre la montée du rejet par l'opinion, nous nous faisons ici sur ce sujet, l'avocat du diable pour souligner que l'efficacité de l'urgence comme moteur de l'action, comme facilitateur de décision par évitement du débat contradictoire, correspond à une société qui construit son avenir au jour le jour, repousse à plus tard ses prises de responsabilité, courant le risque de voir s'enfuir soudain une adhésion collective obtenue sur le seul critère de l'urgence à faire. L'urgence contre le temps accidentel. Par ailleurs, si l'urgence introduit une organisation de priorités nouvelles dans la chaîne temporelle, elle se distingue de l'imprévu car certaines urgences ou priorités sont prévisibles, rationalisables. L'urgence, la différence de l'imprévu, peut être saisie dans une prise de recul, une analyse. L'urgence prévue, la situation d'urgence anticipée, programmée, ne serait-elle pas l'ultime recours de la technocratie fonctionnaliste, dont s'inquiète Michel de Certeau, pour éliminer l'imprévu ou l'expulser du calcul comme un accident illégitime et casseur de rationalité? Tandis que la programmation est altérée par l'événement, l'urgence rentre aujourd'hui dans un système de programmation. Prévoir la situation d'urgence, s'y préparer, en éliminer l'imprévu, du moins travailler à s'en donner l'illusion. L'urgence serait donc à la fois une dynamique d'action dans une société en mal de conviction, et une dynamique de programmation dans une société technocrate obsédée par le principe de précaution et l'élimination de l'imprévu. L'urgence qui préside à nos engagements, en réintroduisant les priorités et la dynamique qui manquent à nos convictions, est aussi celle qui domine une société d'information qui se veut transparente. Tandis que nos journalistes sont appelés les magistrats de l'immédiat, et nos élus les seigneurs de l'instant. L'urgence, et avec elle le culte de l'immédiat, s'impose dans tous les domaines d'une société dite de l'information. Tout dire tout de suite. Au nom d'un devoir de vérité et de transparence totale, le moindre retard à dire sera retenu désormais contre nous. Poursuivis par une obsession de la transparence, nous sommes dans l'urgence permanente de donner à voir et à savoir immédiatement. Dans le grand dévoilement universel qui nous absorbe, l'urgence est un élément capital. Notre société de l'information fait du scoop, de la révélation de l'information, un élément essentiel. Or, la révélation de l'information se situe sur un marché de la concurrence exacerbée pour lequel être le premier à dire équivaut à être le meilleur. Ainsi en arrive-t-on à un véritable emballement médiatique. Or, une vérité sera peut-être plus vraie de n'avoir pas été proférée dans ses apparences immédiates. Une vérité vérifiée est préférable à une vérité brute. Bien sûr, il y a les lois du journalisme, il y a les lois de l'immédiateté. Et cette immédiateté est proprement grisante. On l'a encore constaté durant l'été 2004 avec l'affaire Marielle, qui a montré à quel point le filtrage de la vérité apparente est nécessaire pour faire apparaître la vérité vraie. Marielle est cette jeune femme qui prétendait avoir été victime d'une agression à caractère antisémite perpétrée par une bande de jeunes dans le RER.
Les jeunes étaient désignés comme venant des banlieues et naturellement, d'origine immigrée, et naturellement racistes. On découvrira qu'il s'agissait d'une pure affabulation, mais s'est mis en branle un terrible emballement médiatique et politique sans aucune précaution de vérification. Une urgence imposée par la concurrence. Cette urgence à dire est celle qu'imposent les lois du marché de l'information. Ainsi, une féroce course à la divulgation primordiale, la fureur du scoop qui à ce point-là interdit la vérification de l'information, conduisent aux plus grandes imprudences. La course au scoop, vrai ou faux, prime tout. En l'occurrence, il y avait ceux qui auraient pu servir de filtre, les policiers notamment. On ne leur a pas laissé le temps de faire leur métier. Il n'y a rien de plus féroce, de plus brutal que le marché. Or, journaliste de scoop en scoop prend une valeur marchande supplémentaire. À une erreur près. Mais qu'en est-il également de l'homme politique et de sa valeur sur le marché de la concurrence électorale ? Car nous avons bien le sentiment que dans le domaine politique l'urgence à intervenir, à prendre place dans le champ de l'information relève bien aussi de ce même motif de concurrence. Parler le premier, occuper la place certes, mais aussi redouter que l'opinion puisse prendre ombrage du moindre retard à prendre position. Bien sûr, on vous sera gré d'avoir été le premier à dire ou faire ce qu'il fallait, mais encore faut-il que le jugement préalable à l'intervention soit juste, que l'argumentation ait eu le temps de se déployer. L'urgence n'est ici que la conseillère d'un opportunisme qui peut être payant sur le terrain de la concurrence marchande et électorale, mais ici encore à court terme et au mépris de l'intérêt général, de la morale sociale. L'urgence est bien le moteur d'une dynamique efficace sur le marché de la concurrence, sans état d'âme véritable même lorsqu'elle se part dans l'instant de vertu morale. Une urgence consensuelle, une économie du politique. Par ailleurs, l'urgence fabrique du collectif et le consensus qu'elle crée fait l'économie d'un débat. Elle contourne l'argumentation pour mobiliser les masses. Ainsi, la précipitation temporelle qui accompagne le constat d'urgence fédère en ne laissant aucune place à un débat contradictoire qui diviserait et retarderait l'action. L'urgence se substitue à la mise en forme, à la sélection, à la subjectivité inhérente au travail d'information qui ne peut être un simple enregistrement de la réalité. Ronnie Broman, président de Médecins sans frontières de 1982 à 1994, spécialiste, si l'on peut dire de l'intervention en urgence, jette ce cri d'alarme. Ce qui est en cause, c'est avant tout un problème de société où la compassion, autre nom de la solidarité, tend à se dégrader en apitoiement plutôt qu'à se faire exigence de justice. Où l'information, souvent dérangeante, est sournoisement remplacée par la communication toujours consensuelle, tandis que la rhétorique humanitaire tient lieu de politique. En effet, informer suppose de se donner le temps et le courage politique d'ordonner le réel, d'en faire une lecture personnelle qui peut déranger, de même que proposer une politique suppose de s'imposer la nécessité d'une prise de position argumentée qui seule prépare et ouvre un débat, une confrontation d'idées. Or, au débat public que prépare une véritable information, on substitue l'urgence d'une intervention consensuelle qui précisément organise le réel à partir de la seule décision d'agir imposée par la mise en avant d'une urgence. Il est plus facile, hélas, de montrer dans l'urgence que d'expliquer, d'analyser, de convaincre, toutes choses qui prennent du temps et que l'on évacue au nom précisément de l'urgence à agir. Capable de mobiliser une partie de l'opinion, en France, près de 5 millions de personnes soutiennent les organisations humanitaires, d'interpeller les institutions et de mettre en œuvre des moyens non négligeables. Les ONG sont plus que jamais exposées au risque de l'illusion de toute puissance, à l'opacité, aux contraintes contradictoires et au temps différé de la politique. Elles opposent plus ou moins consciemment la transparence, la linéarité et l'immédiateté de leur action. Maîtrisant mieux que quiconque, et par définition, la catégorie de l'urgence, elles tendent commodément à oublier qu'il s'agit d'une notion fondamentalement antipolitique en ce qu'elle abolit les médiations. Ainsi, Ronnie Broman perçoit bien de quelle manière l'action en urgence contourne l'argumentation, supprime les médiations en fabriquant un consensus immédiat, qui organise le réel sans accord négocié, sans débat. L'union problématique des médias et de l'action humanitaire pose avec acuité le problème des effets d'une action dans l'urgence mais également la superposition de deux types d'urgence. L'urgence médiatique, liée à la valeur marketing du scoop et l'urgence à agir.
Cette loi du tapage médiatique a montré ses effets sur les téléspectateurs confrontés aux images de la dévastation provoquée par le tsunami. À l'inverse, à propos des massacres au Rwanda, dont on s'est inquiété tardivement, le journaliste Edgar Roski a parlé d'un génocide sans image qui n'intéressait donc pas les médias. Seule l'image crée l'urgence, lui donne une réalité. Urgence négantropique dans le chaos du monde et le brouhaha des informations. L'urgence visuelle pour se démarquer. De plus, les images qui vont frapper sont celles qui, saisies dans l'urgence, montrent le jamais vu. Nous fonctionnons dans un temps court, dans un présent éternel, et le direct devient la référence, le seul moyen de se sentir exister dans un monde où tout est mis sur le même plan, où tout se vaut. L'urgence devient alors la seule manière de choisir dans le réel auquel nous sommes confrontés en direct. On comprend bien ici cette surenchère dans le domaine de l'urgence qui superpose à l'urgence de l'action humanitaire, celle qui fabrique du consensus en supprimant le temps nécessaire au débat public et à l'analyse politique, l'urgence médiatique, à la recherche également d'une forme de consensus, l'audimat. Or l'image qui frappe et fait de l'audience est celle de l'urgence. Montrer au plus vite, rendre visible la réalité, la construire par des images qui feront unanimement réagir. Ainsi, ce sont les images et non les mots qui font l'événement, à condition d'être disponibles sous forme d'un flux continu, le robinet devant être ouvert quotidiennement pour obtenir un effet cumulatif. C'est à ce prix que la lutte contre la noyade par le flot des autres informations peut être victorieuse. 21. Cependant le flot d'images crée également un chaos de signes visuels. Et pour s'imposer il faut d'abord se distinguer des autres éléments d'information qui arrivent sans cesse. Chaque jour les nouvelles images vont maintenir un climat d'urgence. L'urgence se fait négantropique dans un système médiatique très concurrentiel. Parce que un journal télévisé ne peut traiter deux famines sur le même plan, parce que dans ce même registre de l'éviction, notons que la médiatisation d'une famine ou d'une guerre interdit durablement la médiatisation d'une autre famine ou d'une autre guerre. Il est urgent de prendre position si l'on peut à propos de sujets aussi graves, parler trivialement. Mais la trivialité est celle du marketing télévisuel de l'information. Une fois encore, à l'urgence des faits se substitue l'urgence médiatique qui construit la réalité comme un produit marketing, et de cette façon agit en retour sur la réalité elle-même. Déréalisation par l'urgence de notre rapport au monde. Si l'urgence ne nous saisit qu'à travers les images, si l'urgence médiatique organise assez efficacement notre perception du réel, on retiendra que cette urgence à partir de laquelle est rythmé notre rapport au réel est une urgence fabriquée. La vision du monde qui nous fait réagir et agir n'est plus la perception du réel mais une organisation visuelle sélective, orientée, construite. Ainsi à propos des images du tsunami, on pense au travail de Susan Sontag et à son concept d'inégalité des événements et des douleurs en fonction de la couverture visuelle qui est faite. Certes, le constat est commun désormais de cet écart entre la réalité et ces images, et le travail qui consiste à commenter les images de l'actualité, à les remettre en cause, est devenu un exercice à la mode. Il s'agit donc de mettre en forme la réalité de telle manière qu'un événement se distingue efficacement, si ce n'est durablement. Si l'urgence est un élément d'organisation idéal car immédiatement consensuel, elle s'appuie sur les images pour s'imposer à nous. L'urgence est relative à ce qu'on montre. Or la concurrence est vive et problématique dans le domaine de l'urgence. Comment imaginer en effet un journal télévisé qui prendrait la forme d'un voyage à travers les décombres, nous faisant cheminer d'une horreur à l'autre? Comment ne pas se sentir accablé si, quelques semaines après le déluge médiatique somalien nous arrive, en provenance d'Angola ou d'Afghanistan, une nouvelle tornade? Si nous sommes de plus en plus lucides quant à la construction médiatique de l'urgence par l'image, cette lucidité peut cependant inquiéter. Susan Sontag elle-même revient sur ce trop grand scepticisme dans son dernier livre, La souffrance des autres. Elle s'en prend aux intellectuels français comme Jean Baudrillard, le penseur de l'image simulacre, dont elle dénonce l'approche cynique, qui tourne en dérision depuis son fauteuil les images publiées dans les journaux. On l'aura compris, si l'urgence a le pouvoir de fédérer dans l'action en imposant des priorités non argumentées, non négociées, il s'avère que son efficacité reste à court terme et ne peut confisquer indéfiniment une prise de responsabilité véritable, du moins aime-t-on contre les cyniques à le croire.
Urgence et humanitaire, entre légitimation et déséquilibre identitaire. Stéphanie Dillierbroks, EA 532, Université Bordeaux 3. Les premiers missionnaires présents dans les pays colonisés, dispensant une aide médicale et éducative constante aux French Doctors, professionnels du secours d'urgence, l'aide humanitaire a évolué vers des interventions de plus en plus rapides marquées par l'exceptionnalité. Ce changement a accompagné tout naturellement l'évolution d'une société, où rien ne semble plus pouvoir attendre, où tout est urgence. Entre diabolisation et héroïsation, l'urgence humanitaire est souvent mystifiée par les médias et l'opinion publique. Il faut faire la part des choses. Alors que l'urgence et l'humanitaire sont devenues deux notions indissociables, les professionnels pratiquent l'urgence chronique comme finalité de leur action. Afin de mieux comprendre comment elle s'est imposée peu à peu comme seul mode opératoire possible, il est intéressant d'analyser deux institutions incontournables de ce secteur, Médecins sans frontières, section Belgique, MSF, organisation non gouvernementale basée essentiellement sur l'intervention médicale d'urgence, et le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, organisation internationale hybride, croisement entre l'association privée et L', institution fondée sur le droit international et garante des conventions de Genève. Ces deux structures symbolisent les deux domaines les plus représentatifs et donc codifiés de l'urgence, ainsi que le souligne Zaki Laïdi, le secteur médical et le secteur du droit. À travers une radiographie de cette sphère mal connue, et à la lumière de l'étude de l'histoire des actions et des discours 27 de ces deux grands urgentistes, il s'agit de comprendre les modalités et la justification du recours systématique à cette temporalité. Les spécificités de cette urgence présentent des risques de dysfonctionnement et un impact décisif sur le mode communicationnel comme identitaire de ces institutions. Une histoire tripartite. Humanitaire et urgence n'ont pas toujours été étroitement liés. Ces deux termes sont nés séparément. Il a fallu 3 étapes successives marquées par des ruptures pour aboutir à l'acception actuelle de cette alliance. Au XVIIe siècle apparaît une forme institutionnalisée de charité. L'aide aux pauvres s'exprime dans les pays européens à travers les actions de Saint Vincent de Paul en France, 1662, ou des Quakers en Grande-Bretagne, 1668. À ce moment, l'aide liée au registre médical et sanitaire ne peut être rattachée à la notion d'urgence car l'indigence est pérenne et permanente en Europe et en aucun cas une situation exceptionnelle nécessitant une réponse rapide. Ce secours s'expatrie en accompagnant la colonisation des peuples du Sud et se marie à une kyrielle de discours religieux et politiques. Il s'inscrit dans la durée pour devenir structurel. On peut parler de la naissance de l'aide humanitaire sous sa forme actuelle, avec la création de la Croix-Rouge par Henri Dunant en 1863 suite à la bataille de Solferino. Cela devient une opération de secours apolitique, religieuse marquée du sceau de la neutralité. Cette seconde vague se rapproche de la notion d'urgence dans la mesure où l'on quitte l'aide systématisée, pour s'engager dans un secours répondant à une situation exceptionnelle. L'action contextuelle est née. La Croix-Rouge marque le début de l'intervention rapide pour répondre à des besoins immédiats liés à une catastrophe tant humaine que naturelle, même si le mot urgence n'est pas encore utilisé dans le lexique collectif. Peu employé encore au XIXe siècle, il ne verra le jour qu'avec la 3e phase d'évolution de l'humanitaire, la création de Médecins sans frontières en 1971 suite à la crise du Biafra. C'est le secteur médical qui porte haut et fort le drapeau de l'intervention d'urgence. Des équipes de médecins sont envoyées sur les lieux de catastrophes ou de conflits. Non seulement il est utilisé dans le nouveau discours professionnel, mais il entre aussi dans le langage populaire, avec un relais médiatique conséquent. Le secours d'urgence est né, et il prolifère avec la création de nombreuses associations se réclamant du mouvement sans frontiériste sur les 2 décennies suivantes. Depuis ce moment, pour les acteurs du secteur comme pour l'opinion publique, humanitaire se conjugue obligatoirement avec urgence. L'urgence entre méthode d'intervention et finalité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.